Tous ceux qui s'intéressaient à cet avion savaient que ce serait un désastre dès le départ. Au-dessus du littoral de la Floride, l'armée de l'air des États-Unis met à l'épreuve un avion extraordinaire. These will be bank-to-bank rolls coming up. Le concept de l'avion d'attaque interarmée F-35 est à couper le souffle. Un avion conçu pour frapper en premier avec son arsenal de missiles et de bombes, et surtout sans jamais être vu. Une combinaison mortelle de furtivité et de puissance de tir. Grâce au capteur de l'avion, le pilote a une vision tous azimuts des activités de l'ennemi, au sol et dans les airs, la nuit comme le jour. Et tous les F-35 en vol partagent cette même image. L'avion numéro 1 peut envoyer des coordonnées de visée aux armements de l'avion numéro 4 qui vont alors s'activer et frapper une cible. Il faut voir ces F-35 comme une sorte de meute, une meute de loups ou peu importe. Aucun autre avion n'a les capacités du F-35. Il possède même une arme des plus secrètes. Ce sont les fleurons du programme et c'est ce qui rend le F-35 si spécial. Faire une telle affirmation, c'est dire « faites-nous confiance ». Finalement, tout est une affaire de confiance, n'est-ce pas? Mais le programme militaire le plus coûteux et le plus controversé du monde suscite plutôt la méfiance de ses nombreux détracteurs dans le monde. Voilà un avion qui ne peut pas tourner pour échapper aux avions de combat et aux missiles, qui accélère lentement parce qu'il est très gros et très lent, et qui est sous-motorisé par rapport à son poids. Je prédis que cet avion va devenir si gênant qu'on va annuler le programme avant d'en avoir construit 500. Et en Australie, l'un des plus importants clients potentiels de l'avion d'attaque interarmée, il fait aussi l'objet de vives critiques. Ils ont produit un avion qui ne conviendra pas. Il est nettement non concurrentiel, même face aux avions qui sont actuellement dans notre région, sans parler de ceux qui s'en viennent. L'armée de l'air américaine prévoit acquérir plus de 1000 avions d'attaque F-35 pour remplacer sa flotte vieillissante d'avions de combat F-16. On dit que tous les pilotes aiment les nouveaux avions, et le lieutenant-colonel Lee Clowes n'y fait pas exception. Il chante les louanges du F-35 avant même de sortir du cockpit. Comment se pilote-t-il? Comment le décrire? Eh bien, comme un frisson à chaque minute. Une fois au sol, le colonel Clowes se fait un plaisir de parler du F-35. Merci pour ce vol. Ouais, Comment le décririez-vous en vol? la sensation que plusieurs d'entre nous vont évoquer est la puissance. Surtout après avoir piloté un F-16. On a l'impression d'être dans une voiture de course. Bien sanglé dans un F-16, on se sent comme dans une petite fusée, mais on sent que cette chose est beaucoup plus massive par sa taille, mais aussi la puissance du moteur, l'accélération, le vrombissement. La sensation est très différente.
Mais cet avion est aussi entouré de secrets. Certaines de ses composantes ne doivent pas être filmées. Et la relationniste du ministère de la Défense qui nous chaperonne est aux aguets. On peut sans doute éviter l'arrière et le filmer à partir d'ici. Le F-35 a autre chose à dissimuler. Et cela n'a rien à voir avec la sécurité nationale. Le colonel Clouse nous donne un aperçu de ce que certains voient comme de graves erreurs de design lorsqu'il compare le F-35 au F-16, l'un des avions que le F-35 doit remplacer. Actuellement, il est très stable. Comme je l'ai dit, nous avons des restrictions. La comparaison directe ne serait pas juste. Mais il fonctionne très bien, comme prévu. On n'a aucune surprise aux commandes. Parce qu'il reste quelques problèmes à régler, n'est-ce pas? Certainement, et je pense que lorsqu'on va élargir le programme et procéder aux essais opérationnels, ce sont des problèmes qu'ils vont régler. Une vérité indéniable de la bouche même du pilote. Au terme de près de 2 décennies de développement, et même si on forme des pilotes, le F-35 est encore une machine de guerre de pointe de plusieurs milliards de dollars qui n'est pas prête pour la guerre. On ne peut s'en rendre compte ici, mais l'avion est vraiment bogué. Il ne vole pas en mode supersonique, ses ordinateurs fonctionnent bien en deçà de leur capacité maximale et il ne peut effectuer de virages serrés à cause des effets de la force G. On n'en est encore qu'aux lacunes superficielles, car on n'a effectué que les essais en vol les plus faciles jusqu'ici. Les plus difficiles restent à venir. Pierre Sprey a fait partie de ce qu'on a appelé la mafia de l'avion de combat du Pentagone, qui a défié l'orthodoxie du design afin de produire le F-16. Si le secrétaire de l'armée de l'air avait su qu'on était dans son bureau, il nous aurait foutus à la porte. Nous étions l'ennemi public numéro 1 de l'armée de l'air, parce qu'on lui avait imposé ce petit avion peu coûteux. En dépit des appréhensions, le F-16 a été le pivot de l'armée de l'air des États-Unis durant 30 ans. Comment le F-35 se mesurerait-il à l'avion qu'il est censé remplacer, le F-16? La comparaison est presque ridicule et attristante. Ça m'attriste horriblement qu'un avion auquel on a commencé à travailler en 1968 soit à ce point meilleur qu'un avion qui ne sera en service qu'en 2018 ou en 2020. Le F-16 battrait le F-35 dans toutes les missions que vous pourriez évoquer. Voici la version A du F-35. Ce n'est pas l'avis du pilote d'essai en chef du F-35 de Lockheed Martin. Il a plus de 3000 heures de vol à bord du F-16 et il connaît bien les deux avions. C'est un avion très agile, d'une sensibilité incroyable. Il réagit presque instantanément à mes commandes. De ce point de vue, c'est un avion qui se manœuvre très, très bien. La performance de l'avion, c'est une chose, mais son coût représente un grave problème. Au Congrès à Washington, la frustration est palpable depuis que le coût du programme a grimpé en flèche. So we started this program in 1995, and we're going to get a plane delivered in 2012. It occurs to me that we went to the moon faster than developing this plane. In a nutshell, the Joint Strike Fighter program has been both a scandal and a tragedy. Winslow Wheeler est un analyste chevronné qui a suivi la croissance des coûts du projet. Tous ceux qui s'intéressaient à cet avion savaient que ce serait un désastre dès le départ. Au début des années 90, le public en a été prévenu, de même qu'au milieu des années 90. Cet avion est coûteux et peu performant. C'est dans son ADN, dans le design de l'avion. Il va mourir à la suite d'une longue agonie dans ce pays. Ce qui faisait le plus peur dans la stratégie de commercialisation de Lockheed Martin, c'est que la firme a pu convaincre des personnes des ministères de la Défense des pays occidentaux de faire du marketing pour elle.
Nous sommes la première équipe de télévision à bénéficier d'un tel accès auprès de l'équipe de l'avion d'attaque interarmée. Et c'est la première interview télévisée que le lieutenant-général Bogdan accorde depuis qu'il a pris la relève l'an dernier. Il ne dissimule pas les problèmes. Ne nous méprenons pas. Ce programme comporte encore des risques sur le plan de la technique et du coût. Ce sont des problèmes que nous devrons régler. La bonne nouvelle, c'est que les derniers avions qu'on a fabriqués ont coûté moins cher que les précédents. Et je vais exiger qu'on maintienne cette tendance de diminution des coûts. Nous entrons dans le centre de crise du programme. Le général Bogdan a la réputation de régler les problèmes. Il a déjà dirigé efficacement des programmes difficiles de la défense américaine. Celui-ci est encore plus complexe. Le F-35 n'est pas un avion conçu en fonction d'une tâche unique. Ce sont 3 avions de combat en un seul. Pour les Marines, il doit décoller et se poser à la verticale. L'armée de l'air veut un avion conventionnel. Et la marine, un avion exploitable à bord d'un porte-avions. Le général Bogdan reconnaît qu'avec un tel degré de complexité, les problèmes étaient inévitables. Rien n'est facile dans le monde de l'acquisition. Et les avions qu'on construit de nos jours sont incroyablement perfectionnés. L'arrière de l'avion, la tuyère, s'incline vers le bas. Mais un autre problème grave afflige le programme. On l'appelle concomitance. Et cela signifie qu'on fabrique l'avion bien avant de l'avoir testé comme il se doit. La concomitance a engendré une complication qu'on doit gérer maintenant. Je n'oserais pas critiquer les décisions antérieures, mais je me serais interrogé sur le travail de développement et l'étendue des tests qu'on a vraiment effectués en vue de consolider le design de cet avion avant d'en amorcer la construction. Une forte concomitance, c'est-à-dire l'amorce de la production bien avant que le design soit stable et qu'on ait identifié les problèmes lors des tests, engendre des problèmes en aval. Les avions déjà construits doivent être mis à niveau et il faut modifier la ligne d'assemblage. Ça accroît la complexité et les coûts. Et c'est ce qui vous est arrivé? La concomitance a constitué un problème? Sans aucun doute. Tous les avions construits dans ce contexte de concomitance sont en deçà des objectifs. Les gens de l'aviation intéressés à acheter ou à piloter cet avion se disent alors, même s'il n'est pas tout à fait à la hauteur, il sera tellement meilleur que tous les autres qu'on en voudra encore. Lockheed Martin a reconnu que cet avion, aux visées techniques ambitieuses, ne serait rentable que si on en vendait assez pour en abaisser le prix. Son service des ventes a mis les bouchées doubles. L'avion d'attaque interarmée F-35 est un appareil tactique de 5e génération très polyvalent, conçu pour exceller dans un contexte d'interdiction aérienne. Au début de l'an 2000, Lockheed Martin avait des engagements garantis des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni. D'autres pays s'y intéressaient, la Norvège, le Danemark, la Turquie, les Pays-Bas et le Canada. Mais Lockheed Martin devait vendre plus d'avions, beaucoup plus. L'Australie était une cible de choix. Les capacités en matière de combat aérien sont les plus importantes pour la défense de l'Australie et la raison en est très évidente. En Australie, Hugh White, alors sous-secrétaire à la Défense, venait tout juste de rédiger un livre blanc sur l'avenir de la défense aérienne de l'Australie. Nous savions que l'avion que nous utilisons allait devenir désuet. Or, pour remplacer cet avion, nous étions confrontés à un problème. Le choix était très restreint.
Il n'y a pas beaucoup d'avions de combat de pointe dans le marché. Nous n'avions pas à décider quel avion acheter à ce stade, mais nous devions déterminer le genre d'avion à évaluer. Mandatés de trouver le successeur du célèbre chasseur-bombardier F-111, les fonctionnaires de la défense australienne ont entrepris d'évaluer les avions offerts par les avionneurs du monde entier. L'avion d'attaque interarmée était un projet en cours, mais ce n'était encore qu'un vœu pieux quant à ses capacités réelles, et on en savait encore moins quant au coût et ainsi de suite. Lors de la rédaction du livre blanc en 2000, on a pris la décision clé de ne pas écarter l'option du choix de l'avion d'attaque interarmée en tant qu'avion de combat de 5e génération. Mais nous pouvons révéler que les hauts gradés de la RAAF ne s'étaient pas contentés de ne pas écarter cette option. Ils avaient déjà fait leur choix. Un ex-fonctionnaire de la Défense, lié de près au programme de remplacement, a accepté de nous parler sous le couvert de l'anonymat. Il dit que la décision de se joindre au programme de l'avion interarmé a été prise avant que l'avion n'ait vraiment été testé et que le patron de la RAAF, le maréchal de l'air Angus Houston, semblait alors sous l'emprise de l'enthousiasme de son homologue américain. Il a dit à plusieurs personnes à l'époque que le chef de l'armée de l'air américaine disait que c'était le bon avion pour l'Australie. Angus pensait donc que c'était la réponse, que c'était l'avion qu'il nous fallait. Que pensez-vous de cette réflexion? C'était une approche intéressante. Ça a certes accéléré le processus décisionnel, comme je l'ai dit. D'habitude, il y aurait eu un processus d'appel d'offres et on aurait évalué l'avion, ses capacités, son coût et la date de livraison. Et voilà qu'on projetait d'acheter un avion en développement pour l'armée de l'air des États-Unis, par caprice, si on veut. Dans une déclaration qu'il nous a remise, Angus Houston a précisé « La phase du design et du développement était non contraignante et le gouvernement australien pouvait s'en retirer s'il le voulait. » À la suite de cette recommandation du chef de la RAAF, le 11 juin 2002, le premier ministre John Howard s'est rendu à Washington en visite officielle. We're delighted and honored to have a delegation from Australia headed by the distinguished Prime Minister John Howard. Mais John Howard devait participer à une autre réunion, beaucoup moins publique. À 2 pas de la Maison-Blanche, à l'hôtel Willard, il a rencontré des cadres de Lockheed Martin. Lors de cette rencontre secrète, John Howard a signé l'accord liant l'Australie au programme de l'avion interarmé. Entre-temps, d'autres avionneurs se préparaient à une chaude lutte pour décrocher ce contrat australien lucratif. Le grand avionneur français Dassault a proposé son meilleur avion de combat, le Rafale. À Paris, le représentant de Dassault, Daniel Frémont, se préparait à déménager en Australie, où il allait diriger durant 5 ans la campagne de promotion de l'avion français. L'Australie avait déclaré qu'elle voulait plusieurs avions. On parlait d'une centaine d'avions. Il était fort probable que l'Australie soit notre client principal, sinon l'un des plus importants. Il s'agissait donc d'une compétition très importante pour tous. Le 27 juin 2002, à peine 16 jours après la réunion secrète de John Howard à Washington, Daniel Frémont est arrivé à Canberra sans avoir été informé de la rencontre de John Howard et de Lockheed. Le représentant de Dassault rentrait tout juste de l'aéroport quand il a reçu un appel. Le ministre de la Défense, le sénateur Robert Hill, donnait une conférence de presse. Nous annonçons aujourd'hui que notre gouvernement a décidé de participer à la phase du développement et de la démonstration de l'avion de combat interarmé de Lockheed Martin. En fin de compte, cela pourrait être la plus importante acquisition militaire de l'histoire de l'Australie. Ça a été un tel choc que je ne pouvais y croire. C'est aussi simple que cela. Le gouvernement Howard avait décidé de faire fi de la procédure d'appel d'offres en vigueur depuis des décennies et d'acheter un avion de papier. Je pense que Howard lui-même y tenait beaucoup. Il y tenait car il y voyait une confirmation de l'appui de l'Australie aux États-Unis.
Pour Lockheed Martin, c'était une très grande victoire. Ça a dû vous surprendre, cette victoire extraordinaire, malgré votre expérience dans la fabrication et la vente d'avions. Nous étions d'avis que le gouvernement australien avait pris une très sage décision. Ce qui faisait le plus peur dans la stratégie de commercialisation de Lockheed Martin, c'est que la firme a pu convaincre les personnes des ministères de la Défense des pays occidentaux de faire du marketing pour elle. Et en ayant ces personnes qui faisaient sa promotion au sein des ministères de la Défense, les décisions rapides se prenaient plus facilement. Et elle a réussi. Quelques semaines plus tard, le ministre de la Défense d'alors, le sénateur Robert Hill, a visité l'usine de Lockheed au Texas. Il a eu un bref aperçu des possibilités du F-35 lorsqu'il s'est assis dans le cockpit d'une maquette de plastique. Faites attention. C'était un bon conseil, que Robert Hill aurait pu suivre lui-même. Mais il semble que personne ne se montrait prudent, surtout pas le gouvernement de l'Australie. Or, le gouvernement de Canberra n'était pas le seul à avoir choisi le F-35. The Government of Canada is committing today to acquire 65 Joint Strike Fighter F-35 Lightning II aircraft to meet the security challenges of the 21st century. Our investment is valued at approximately $9 billion. Je me souviens très bien du vendredi après-midi du 16 juillet où le gouvernement a annoncé qu'il allait acheter ce jet sans aucune compétition. La nouvelle avait fait l'objet d'une fuite, mais elle m'avait scandalisé. Alan Williams vit au Canada, mais il passe l'hiver ici, en Floride. Vous savez, quand on vit dans une démocratie, on veille à ce que la démocratie fonctionne. Il était le plus ancien fonctionnaire de l'approvisionnement de la défense canadienne quand le gouvernement a dû choisir l'avion de combat qui allait remplacer sa flotte vieillissante. Au début, ils ont parlé de 9 milliards de dollars pour l'achat de ces jets et de 7 milliards pour les exploiter et les entretenir, soit un total de 16 milliards. Or, tous les gens du domaine savent que le coût d'exploitation et d'entretien est généralement le double ou le triple du prix d'achat. Dès le début, tous ceux qui œuvrent dans ce domaine savaient que ça n'avait aucun sens. Williams a décidé d'en parler en public car il était mécontent qu'on ait choisi l'avion interarmé sans comparaison détaillée avec d'autres avions. Je ne pouvais pas croire que le gouvernement dépense de l'argent pour un avion dont le développement était au stade embryonnaire et dont les coûts n'étaient pas connus. J'ai été encore plus étonné de les entendre clamer le meilleur jet au meilleur prix, de grands bénéfices pour l'industrie, et il nous le faut pour l'interopérabilité, autant de raisons que je savais erronées en se basant sur les faits. La Défense nationale n'a pas été diligente dans sa gestion d'un engagement de 25 milliards de dollars. Au cœur de la tourmente politique déclenchée par cet engagement du Canada, le vérificateur général du Canada a déterminé que le coût véritable de l'achat des 65 avions de combat était de 25 milliards de dollars, et non de 16 milliards, comme le disait le gouvernement. Les gouvernements ne devraient pas prendre de telles décisions insensées sans avoir les faits indéniables quand ils vont dépenser l'argent que vous et moi avons durement gagné. On ne connaît toujours pas le coût précis de chacun des avions d'attaque interarmés si l'Australie en commandait 100. En 2002, le ministre de la Défense, Robert Hill, avait donné sa propre estimation. Par avion? On ne le sait pas actuellement, mais je crois que ce sera de l'ordre de 40 millions de dollars américains par avion. C'est 54 millions en dollars d'aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation.
Selon le vérificateur général de l'Australie, le prix a doublé. On l'estime maintenant à 130 millions de dollars par avion. Il y a plusieurs éléments d'incertitude qui influent sur le prix. Cela dit, il faut encaisser le coût. Chaque avion va se vendre 150 millions de dollars et il faudra 200 millions de plus pour l'exploiter durant sa vie utile. Ça signifie qu'une flotte de 100 avions va vous coûter 15 milliards de dollars à l'achat et 20 milliards de dollars pour l'exploiter. 35 milliards de dollars, c'est énorme. L'une des erreurs les plus importantes que le gouvernement a commises dans sa gestion du dossier de l'avion d'attaque interarmée il y a une décennie, quand il a pris cette décision, a été sa réticence à parler des coûts de l'avion. C'est un avion à logiciel prépondérant. Il y a plus de 10 000 lignes de programmation juste pour l'avion lui-même et 10 millions de lignes de programmation pour tous les systèmes non embarqués. Fort Worth, la ville du Texas où l'on construit le F-35, rappelle un peu la conquête de l'Ouest et les cowboys qui lui étaient associés. À l'usine de Lockheed Martin, on a hissé les drapeaux des pays qui ont foi en l'entreprise. En 2012, Lockheed Martin a nommé le nouveau directeur général du programme du F-35, Orlando Carvalho. Notre grand objectif, Andrew, est de réussir, de livrer cet avion, ce F-35, avec toutes ses capacités. Une semaine avant cette interview, une analyse du ministère de la Défense des États-Unis a trouvé d'autres défaillances de l'avion, dont le fait que le F-35, que Lockheed Martin a baptisé Lightning II, ne peut pas voler trop près des cellules orageuses. Andrew, la protection contre la foudre est un bon exemple de découverte normale que l'on peut faire dans le cadre d'un programme de développement et de test. Vous l'appelez F-35 Lightning II. Or, selon le rapport, l'avion ne peut voler à moins de 40 km d'une cellule orageuse, car les réservoirs de carburant, qui contiennent de l'oxygène, pourraient prendre feu. C'est exact. Mais voyons ce scénario dans son contexte. On sait que les avions actuels ne devraient pas voler près de la foudre. Ce problème va-t-il subsister? Non, car nous savons comment le régler et nous allons le régler. Mais actuellement, vous avez tout à fait raison, l'avion ne peut pas voler lors d'un orage. Est-ce qu'il pourra le faire plus tard? Absolument. Le Pentagone a été contraint de réduire ses exigences de performance en ce qui concerne notamment l'accélération et les virages, afin que l'avion puisse être conforme. Selon l'ex-ingénieur des essais en vol de la RAAF, Peter Goon, de tels problèmes sont symptomatiques de tout un éventail de défaillances potentiellement graves du F-35. L'avion est encore loin de ses spécifications. Il est aussi affligé d'une multitude de points de panne uniques, où la défaillance d'un élément risque fortement d'entraîner la perte de l'avion. Voici notre système électrique de ciblage optimal dans le nez. Le cœur de l'avion d'attaque interarmée, c'est ce cockpit informatisé de pointe. On n'y voit ni cadran, ni bouton. J'ai déjà défini une cible air-air et air-sol. Ils ont tous fait place aux écrans tactiles du genre iPhone. C'est un avion numérique pour la nouvelle génération de pilotes. Voilà, excellent. Placez-la juste au centre. On va maintenant larguer une bombe tout près du hangar. Appuyez sur l'interrupteur rouge, juste là, le bouton de largage. Derrière ces affichages vidéo, il y a des millions de lignes de programmation. Et c'est ici qu'on trouve les problèmes dont parle le dernier rapport du ministère de la Défense. C'est un avion à logiciel prépondérant.
Il y a plus de 10 000 lignes de programmation juste pour l'avion lui-même et 10 millions de lignes de programmation pour tous les systèmes non embarqués, les systèmes d'entretien et de planification des missions. C'est du jamais vu, un avion à telle prépondérance logicielle. Et les logiciels sont des éléments très, très délicats. Vu son énorme complexité, tous les aspects de cet avion sont des défaillances annoncées et super difficiles à réparer. Le système informatique est cauchemardesque et ils ont pris beaucoup de retard. Ils accusent plus de retard sur le logiciel que sur tout le reste. Tout près, à Dallas, Lockheed Martin fait face à des réclamations fondées en droit à l'effet que les systèmes informatiques de l'avion interarmé étaient fondamentalement défaillants dès le début. Le plus grand problème que j'ai vu durant toutes ces années, c'est d'acheminer la vérité jusqu'aux échelons supérieurs. Sam Boyd est un ex-membre des forces spéciales des Bérets Verts. Il participe maintenant à une poursuite judiciaire à propos des défaillances logicielles du F-35. Lockheed Martin est dans sa mire. Je ne suis pas un spécialiste du logiciel, mais j'en sais assez pour savoir que si le système ne communique pas, comme dans ce cas-ci, le logiciel a planté, c'est très mauvais quand il s'agit d'un avion qui dépend des communications numériques du système informatique. Il s'écrase. La poursuite découle de Sylvester Davis, un directeur en conception de logiciels recruté par Lockheed Martin pour travailler au F-35 aux premières étapes du développement. La meilleure description que j'en ferai, c'est un parallèle avec l'automobile. Si vos feux arrière ne fonctionnent pas, il en découle un risque potentiel. Si vos freins ne fonctionnent pas du tout, on parlera alors d'un risque de niveau 1 en matière de sécurité. Tous les logiciels mis au point dans le contexte des applications de contrôle en vol correspondent au niveau de criticité le plus élevé, appelé garantie de sécurité de niveau 1. Et c'est dans ce domaine que vous avez trouvé des problèmes? Oui, monsieur, c'est exact. Sylvester Davis affirme que durant les essais en laboratoire en novembre 2004, le logiciel de contrôle de vol plantait complètement, ce qui aurait eu des conséquences catastrophiques durant un vol réel. Quel effet cela aurait-il pour le pilote de l'avion? Comme on parle du système de contrôle de vol, si le système plante, on ne contrôle plus l'avion. Autant être aux commandes d'un caillou dans l'espace, on ne peut rien y faire. Davis dit que lorsqu'il a fait part de ce problème, on l'a récompensé de sa diligence. Mais ça cachait un piège. Ils m'ont remis cette récompense, un prix de 10 000 $. Mais en me remettant ce prix, on m'a dit « Nous aimerions que vous acceptiez votre transfert dans un autre service. » Qu'avez-vous pensé de ça? J'y ai vu un moyen de m'écarter, car je représentais un problème. Finalement, Sylvester Davis a quitté Lockheed Martin, craignant que le problème informatique ne soit jamais réglé comme il se doit. Il réclame maintenant une indemnité pour ce qui lui est arrivé. L'un de vos directeurs de l'informatique a intenté une poursuite contre vous, contre Lockheed Martin. Il s'appelle Sylvester Davis. Andrew, je ne vais pas aborder ce sujet. Mais vous êtes au courant de ce problème? Oui, mais je ne vais pas aborder ce sujet. Pourquoi pas? Ce ne serait pas opportun. Nous parlons de programmation, de logiciel informatique. Et cette personne affirme que vous faites fausse route depuis le début et que ça explique vos problèmes actuels. Je pense que la question que je pose est pertinente. Andrew, si vous me demandez si nous avons des problèmes de mise au point des logiciels, je peux répondre. Et la réponse, c'est que le développement des logiciels est conforme à nos attentes, à ce que nous avions planifié. D'autres affirment qu'en situation de combat, l'avion d'attaque interarmée sera confronté à des problèmes encore plus graves que le logiciel. Si vous regardez l'écran, chaque fois que vous y voyez un éclair, c'est un missile qui part. Vous verrez une étoile. Maintenant à la retraite, l'ex-lieutenant-colonel d'aviation Christopher Mills a été stratégiste au ministère australien de la Défense. À l'aide d'une simulation informatique, il montre comment le F-35 s'en tirerait contre son adversaire le plus probable, le Sukhoi de construction russe, appelé aussi Flanker.
Voici un exemple de fin de match. Les avions d'attaque interarmées sont à court de munitions et de carburant et ils rentrent au bercail. Ils n'ont d'autre choix que de montrer leur partie arrière aux Sukhoi. Les Sukhoi peuvent les voir à l'infrarouge et au radar. Ils ont du carburant et des armes, ils les pourchassent et ils les abattent. Il mène ce jeu de guerre pour sa propre entreprise à titre de consultant. Mais il affirme que l'issue est la même. Ici, un autre avion interarmé a été abattu. Dans ce scénario de combat aérien contre la version chinoise des Sukhoi, un seul des 24 avions interarmés survit. Bon, voyons le résultat. Voici les pertes du camp américain. Les 2 sentinelles AWAC, tous les ravitailleurs et 23 des 24 avions interarmés. Une très mauvaise journée. D'habitude, ils n'en perdent pas autant. Mills a mené ce jeu de guerre plusieurs fois avec les mêmes résultats chaque fois. 240 avions d'attaque interarmés ont participé à ces 10 missions et 35 sont rentrés. Ce n'est pas l'annihilation, mais c'est une cuisante défaite. Mais l'armée de l'air des États-Unis comme de l'Australie affirme que, n'ayant pas accès au secret du F-35, Christopher Mills ne voit pas l'ensemble du tableau. L'analyse d'Air Power Australia et de Repsim est fondamentalement erronée, car elle se fonde sur des hypothèses incorrectes et elle ne dispose pas des données classifiées des performances du F-35. C'est une bien piètre excuse pour un très mauvais avion. D'ailleurs, quand on construit un bon avion et qu'on a des éléments ultra secrets qui fonctionnent, on peut les intégrer à un bon avion. Pourquoi les utiliser dans un mauvais avion? Et cet avion est terriblement mauvais. Je vous le dis, c'est un avion formidable. Je n'ai aucun doute, en confrontation directe contre n'importe quel autre avion du monde, avec ses capacités, et je sais qu'il les possède, il s'en tirera très bien. On peut parler sans fin des capacités de l'avion, mais un fait s'impose. Il a pris beaucoup de retard, et l'Australie a déjà dépensé des milliards de dollars pour combler le vide. En 2007, le gouvernement a dépensé plus de 6 milliards de dollars pour acquérir 24 Super Hornets. Il envisage maintenant d'en acheter 24 de plus. Le ministre de la Défense, Stephen Smith, a rejeté notre demande d'interview, mais lors d'une conférence à la fin de 2012, il a laissé entrevoir que l'Australie était sur le point d'abandonner l'idée d'une flotte composée uniquement d'avions d'attaque interarmés. Je pense qu'il est de plus en plus clair que les Super Hornets pourraient être bien plus qu'une simple flotte de transition. Si on a une flotte mixte comprenant plusieurs avions, ça pourrait indiquer qu'on va acheter un plus petit nombre d'avions d'attaque interarmés. Une flotte mixte, c'est exactement ce qu'on recommandait aux hauts gradés de la RAAF il y a plus de 10 ans, et ils s'y sont opposés. On va acheter les Super Hornets au début, puis les avions interarmés quand l'avion sera prêt et en exploitation. Et comment ont-ils réagi à ça? Oh, cette idée n'a pas plu du tout à Angus. Il a déclaré « Le gouvernement n'aimerait pas cela. » Il tenait à... Que voulait-il dire selon vous? Eh bien, il tenait beaucoup à avoir un seul genre d'avion. Et il pensait sans doute que l'exploitation de cet avion serait moins coûteuse. Mais il adorait l'idée de n'avoir que des avions d'attaque interarmés. Il ne voulait plus avoir de flotte mixte. Dans la déclaration qu'il nous a remise, Angus Houston n'aborde pas ce sujet de manière spécifique. Mais il dit « J'ai encore la conviction que l'avion d'attaque interarmé est la réponse aux besoins futurs de l'Australie en matière de sécurité. » La stratégie commerciale de Lockheed Martin vise essentiellement à lui permettre de dévaliser les contribuables du monde occidental durant les 40 à 50 prochaines années. Il n'y a pas que l'Australie qui révise son plan initial. Le Canada est à réévaluer complètement l'achat du F-35. Les Pays-Bas aussi. À court d'argent, l'Italie a réduit ses commandes. En réaction, Lockheed Martin vante son avion plus que jamais et elle insiste sur son interopérabilité auprès des partenaires de la coalition.
La stratégie commerciale de Lockheed Martin vise essentiellement à lui permettre de dévaliser les contribuables du monde occidental durant les 40 à 50 prochaines années. L'avion est conçu de manière à ce que les acheteurs fassent appel à Lockheed Martin et aux entrepreneurs s'ils veulent y apporter le moindre changement. J'aimerais vous montrer notre grille de production. Le général Bogdan est dans une situation difficile. C'est une stratégie très risquée. Il promet qu'il n'y aura plus de retard et que le prix va baisser. Mais il n'exclut pas que certaines capacités de l'avion doivent être sacrifiées et que cela va affecter les ventes. Si vous promettez une Ferrari et vous livrez une Chevy, sans vouloir offenser le fabricant des Chevy, vous n'en vendrez pas autant. C'est aussi simple que ça. Et si vous n'en vendez pas autant, le prix monte. Bien sûr, c'est une spirale de la mort. C'est un modèle économique très intéressant. Si l'avion éprouve des problèmes, ça augmente vos coûts. Si vos coûts augmentent, vous ne vendrez pas autant d'avions. Si vous ne vendez pas plus d'avions, le prix augmente et on ne peut pas en acheter autant. Et c'est un cercle perpétuel sans fin. Je ne pense pas que ce soit le cas de ce programme. Le général Bogdan a dit que s'il y a moins de commandes, le prix monte. C'est une spirale de la mort. Oui, je suis plutôt d'accord. Si cela devait se produire, si la demande pour l'avion devait baisser soudainement et si le prix augmentait, il serait très difficile de le produire à un prix abordable. Plus d'une décennie après que l'avion d'attaque interarmé F-35 ait fait son entrée sur papier, et après y avoir investi des milliards de dollars, l'avion n'est toujours pas utilisable lors d'une guerre. Il est assez déplorable qu'on ait gaspillé autant d'argent. Mais le pire pour des pays comme l'Australie, c'est que l'avion auquel les alliés de l'Occident croyaient tant n'a toujours pas tenu ses promesses. Et on peut se demander sérieusement s'il les tiendra un jour.